Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous pour cette troisième rencontre des mercredis de la Com 2024-2025. Le mois de novembre, nous avons eu les deux premières séances avec Fabienne Pasco, Gaspard Ganser. Et ce soir, pour cette troisième rencontre, mais nous avons invité une journaliste, auteur de documentaires pour la télé, Anne-Fleur de l'Est. Merci beaucoup, Anne-Fleur, d'avoir accepté notre invitation. Je remercie d'abord la faculté des lettres qui soutient l'organisation des Mercredis de la Com depuis bientôt 10 ans. L'équipe Confcom, l'équipe étudiante et l'initiative étudiante qui, entre autres, est chargée de la collaboration, de la communication sur cet événement, et bien sûr la chargée de com Inès Constantin. C'est grâce au travail de toutes ces composantes si nous pouvons mettre en place tout cela. Le thème de cette année, les voix des médias, est un thème qui ouvre justement sur les plusieurs voies, au sens des voies aussi professionnelles, hein, des parcours professionnels des médias. Et nous avons choisi 4 profils très différents, justement pour ouvrir autant que possible à une exploration, une réflexion très large sur ce domaine. Et en général, nous les faisons sur la base, si vous voulez, d'une idée très simple, que les parcours personnels, individuels, professionnels d'un journaliste, d'un graphiste, d'un photographe ou d'un entrepreneur peut, pourquoi pas, inspirer d'autres parcours qui peuvent passer par cette université, par notre faculté et d'autres facultés aussi. Et c'est pour cela que nous ne présentons pas en détail les parcours de l'invité, parce que nous laissons que l'invité les fasse justement à travers les échanges avec vous, avec notre public. Donc moi, je ne veux pas dire, moi, ce que fait Anne-Fleur de l'Estre, mais je laisse qu'Anne-Fleur de l'Estre les dise elle-même. À partir, si tu veux, Anne-Fleur, de ton parcours d'études. C'est toujours la première question que nous posons à nos intervenants, parce qu'on sait que c'est la question que les étudiants d'Infocom se posent. Quoi faire pour devenir journaliste, pour devenir éditeur, pour devenir community manager? Quel est le parcours idéal, s'il y en a un? Et donc voilà, j'aimerais savoir quel a été ton parcours d'études avant de choisir cette voie professionnelle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de voir qu'il y a quelques têtes que je reconnais, puisque j'enseigne aussi en Master 1 en écriture documentaire dans cette université. Je suis toujours très contente de raconter ma vie, mon œuvre. Je suis très contente de partager mon parcours. Et ben, j'espère toujours qu'il puisse ouvrir des vocations, enfin, parmi d'autres. Parce que je suis complètement passionnée par mon travail. Et c'est beaucoup de travail. Déjà, c'est la première chose que je voudrais dire. Moi, j'ai fait 9 ans d'études.
J'ai commencé par faire des études d'histoire, puis des études de sociologie politique à la Sorbonne. J'ai fait une maîtrise en sciences politiques à Istanbul dans le cadre d'un échange qui n'était pas vraiment Erasmus puisque c'est hors Union européenne, mais du même style. Et donc j'ai étudié la science politique là-bas. Je le dis parce que j'ai fait après plusieurs films sur la Turquie et tout part de là. Donc je suis allée passer 2 ans du coup en Turquie, puisqu'ensuite j'ai fait un DEA, donc c'est le master de recherche à la Sorbonne, et j'ai continué à travailler sur la Turquie. Voilà, à ce moment-là, j'ai commencé à piger pour plusieurs médias, notamment des médias locaux. Moi, je venais de province, de l'Ouest, et donc j'ai fait un premier stage à Ouest France, et puis très vite, j'ai pu piger pour eux. J'ai eu un premier CDD, et à ce moment-là, j'ai passé les concours d'école de journalisme, parce que je pense que c'est toujours très vrai. Il fut un temps un peu plus lointain où on pouvait être journaliste sans rentrer dans une école reconnue par la profession. C'était déjà plus du tout le cas à mon époque. Donc j'ai passé ces concours. Je pense que c'est toujours vraiment le cas. C'est la voie royale. Il faut rentrer dans une école de journalisme pour être journaliste. Évidemment, il y a plein de contre-exemples, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une carte et une porte d'entrée pour arriver dans ce milieu-là. Et donc j'ai passé les concours qui sont très sélectifs. J'ai énormément travaillé cette année-là. C'est beaucoup de bachotage. Alors, ils ont un peu évolué, mais quand même. Et je suis rentrée à l'IFP. J'ai suivi pendant 2 ans un master de journalisme à l'IFP, dans lequel on travaille aussi beaucoup. C'est très exigeant, il faut suivre l'actualité tous les jours. On a la chance de faire beaucoup de stages, mais alors du coup, on est comme un professionnel. Voilà, on n'attend pas de nous d'avoir un comportement enfantin, mais professionnel à ce moment-là. Moi, j'ai adoré. J'étais à France Inter, j'étais à La Croix. Et je vous le dis aussi parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on marque un peu déjà des esprits en stage dans la façon dont on se comporte. Puisque j'ai été plus tard pigiste et j'ai pu rappeler mes anciens maîtres de stage quelques années après en leur disant, vous vous souvenez, je suis passée par là, je cherche aujourd'hui des piges. Et je pense que ça, c'est des comportements pré-professionnels et déjà professionnels à avoir quand on est stagiaire, enfin étudiant. Et à la fin de l'IFP, on passe des concours encore pour rentrer sur le marché du travail. Et j'ai gagné le concours de France Télévisions. Et donc, du coup, j'ai obtenu un CDD à France Télévisions. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant quelques mois. Et ensuite, j'ai eu des piges à France Télévisions. J'étais matinalière à France Télévisions. Voilà pour mon parcours d'études. Et je continue de me former très régulièrement. Je fais beaucoup de formations. Je viens d'en faire une sur l'intelligence artificielle et le journalisme. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup d'être venu pour cet échange. Pour commencer, donc, vous avez mentionné que c'était le métier de vos rêves. Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que c'était votre but ? Alors, c'est vraiment, c'était pas écrit, mais disons que mon stage de 3e, c'était déjà à France 3. Et ensuite, j'ai rencontré un forum ou je sais plus trop, un salon du livre, Patrick Poivre d'Arvor, voilà. Et je lui ai demandé un stage et j'ai obtenu un stage. Donc, j'ai fait un stage à 16 ans dans la Tour TF1. Et en fait, toutes mes rencontres où j'ai toujours cherché, en tout cas, à faire des rencontres et à provoquer la chance pour pouvoir aller là où je voulais être, c'est-à-dire être journaliste. Et puis, j'ai eu la chance d'être aussi accompagnée par des enseignants qui m'ont bien aiguillée, je pense. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans les expéditions ? Pourquoi vous avez choisi cette voie qui est quand même particulière ? Alors, techniquement, moi, je ne suis plus journaliste. Je n'ai plus la carte de presse puisque je suis autrice et réalisatrice de documentaires. En fait, à la sortie de l'école, à la sortie de l'IFP, donc j'étais à France 2 et puis je tournais un peu en rond. Je pense que la rédaction, le travail en rédaction, en quotidien, pour moi, c'était me frustrait.
et je ne travaillais pas sur les sujets qui m'intéressaient. On faisait beaucoup de... Enfin, puisque j'arrivais dans la rédaction, on me donnait beaucoup ce qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire des sujets récurrents. Par exemple, je me suis retrouvée un 24 décembre à dire qu'il y avait de la neige à Noël et à passer des heures sur le périphérique, montrer que le périphérique était engorgé parce qu'il y avait de la neige. Et je me disais, bon, je n'ai pas fait toutes ces études pour ça, en fait, ça ne me va pas. Et donc, j'ai quitté France Télévisions et je suis partie m'installer en Indonésie, à Jakarta, et je suis devenue correspondante. Donc freelance, indépendante, pendant 2 ans. C'était vraiment une aventure et là aussi énormément de travail parce que chaque papier est très peu payé, donc il faut en produire beaucoup. Il faut se construire un carnet d'adresses, d'où la nécessité d'avoir marqué ou en tout cas s'être bien comporté en stage, parce que j'ai recontacté mes anciens profs à l'IFP et puis tous mes maîtres de stage à chaque fois que j'étais passée par une rédaction pour leur vendre des sujets. Parce que là, on est vraiment à l'initiative de chaque sujet. Et évidemment, les rédacteurs en chef ou les chefs de service reçoivent énormément de propositions tous les jours. Donc parfois, on n'a pas de réponse. Faut beaucoup relancer. C'est très chronophage, c'est fatigant. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai adoré. J'ai couvert l'Asie du Sud-Est pour les grands médias français et francophones, parce qu'il y avait aussi des Suisses et des Canadiens, des médias suisses et canadiens en presse écrite et en télé. Et puis, je pense qu'au bout de 2 ans, j'ai fait le tour et je me suis dit que je voulais faire des sujets plus longs, que le quotidien, justement, ces sujets un peu passer du coq à l'âne d'un jour à l'autre, c'était fatigant et c'était un peu frustrant intellectuellement. Et donc, du coup, j'ai décidé à ce moment-là de proposer des sujets longs et de devenir documentariste. Voilà, et justement, on peut aborder finalement la question du documentaire, hein, et donc de l'écriture d'un documentaire pour la télé aujourd'hui. J'aimerais, oui, que tu nous expliques quelles sont les phases de l'écriture documentaire, surtout parce que en enseignant ici aux étudiants d'Infocom, mais aussi ailleurs dans d'autres universités, j'ai souvent l'impression que quand on parle de audiovisuel, l'idée de la plupart, c'est que bon, c'est facile, on débarque avec une caméra, on commence à filmer, et puis oui, on fait un montage, voilà, j'ai fait mon doc. C'est-à-dire qu'il y a toute une phase, voilà, la phase de l'écriture, qui n'est pas prise en compte et que le spectateur ne voit pas, ne connaît pas. Donc j'aimerais, voilà, que tu nous expliques vraiment la genèse d'un documentaire. Toi, tu as fait des documentaires sur les Mayas, sur les pharaons, sur Cléopâtre, sur les pyramides, mais aussi sur la pizza, sur la carotte, sur l'avocat, sur la Turquie, Erdogan. Donc, comment fonctionne vraiment la création d'un documentaire? Alors déjà, moi, je ne filme pas, je ne filme plus. Je travaille avec des caméramans et je travaille avec des monteurs. Voilà. Effectivement, le travail d'auteur et de réalisateur de documentaires, c'est d'abord et avant tout un grand travail d'écriture. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Alors, il y a deux voies. C'est-à-dire que aujourd'hui, parfois, un producteur m'appelle pour me proposer un documentaire, ou parfois, je suis à l'initiative d'un sujet sur lequel j'ai envie de travailler. Si je prends l'exemple du sujet, j'ai envie de travailler sur une thématique. Et donc, du coup, je vais commencer à lire énormément, me documenter, lire des articles, lire tous les bouquins qui sont parus sur tel ou tel sujet. Et puis, je vais appeler les chercheurs qui travaillent là-dessus, sur le sujet en question. Je vais essayer de me construire un petit carnet d'adresses pour essayer de comprendre aussi qui sont les acteurs majeurs autour de ce sujet-là, quels sont les enjeux aussi, parce qu'il y en a beaucoup, des uns entre les autres ou contre les autres, même parfois. Essayer de comprendre tout ça. Et avec cette matière-là, grâce à cette matière-là, je vais ensuite écrire un projet, alors qui, là, pour le coup, est très, ce qu'on dit charté, c'est-à-dire qu'il se compose de plusieurs étapes, puisqu'on doit déposer un dossier. Je dois d'abord convaincre un producteur à l'écrit.
Alors, je parle à l'oral par téléphone, mais ensuite, il va me demander d'écrire ce qu'on appelle un pitch, un petit synopsis d'une page à peu près qui qui présente le sujet. Nous, on dit vendre, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il faut qu'un producteur et puis ensuite une chaîne puisse imaginer ce film, ce documentaire, grâce à un simple document d'une page au départ. Donc, je vais à chaque fois essayer d'expliquer très brièvement et de manière percutante quel est l'intérêt de ce sujet-là, pourquoi je veux le faire, pourquoi moi, je dois le faire et pas un autre, et pourquoi à ce moment-là, et ce qu'on pourrait voir, ce qu'il pourrait y avoir dans ce documentaire. Donc ça, c'est la première étape. Si le producteur pense à ce moment-là que le sujet peut intéresser une chaîne, une case, un diffuseur, eh bien, on va me demander de rédiger tout un dossier. J'en ai un là dans mon sac qui fait 90 pages. Donc c'est énormément de travail. C'est un séquencier très détaillé. Donc je vais imaginer chacune des scènes et chacune des séquences qu'on va voir dans le documentaire. Alors avec l'expérience, c'est de plus en plus facile. Je sais à peu près combien de temps il me faudra pour aller sur tel et tel lieu, comment on va filmer ça, comment telle personne va interagir avec telle autre, parce que parfois on nous demande même ce qu'on appelle en fiction des continuités dialoguées, c'est-à-dire quel dialogue il y aura entre mes deux experts, par exemple, qu'on appelle des persos, des personnages. Donc tout ça est très, très écrit. Et ça n'est qu'à partir de ce document écrit que l'on va pouvoir convaincre une chaîne. Et la chaîne verra à ce moment-là l'intérêt et la faisabilité également du documentaire et la possibilité de le financer ou pas. Ce travail est aussi très, très, très charté parce que on est ensuite, donc la chaîne va financer en partie le documentaire, mais il n'y a pas que la chaîne, le CNC, que vous devez connaître, finance aussi, à hauteur d'un certain pourcentage, ça va dépendre des films, le documentaire. Et donc, on doit déposer un dossier au CNC qui va donc reprendre toutes le synopsis, le séquencier, ce qu'on appelle, nous, après, une note d'intention de l'auteur. Donc, pourquoi moi, je veux faire le film et comment je vais le faire, une note d'intention de réalisateur. Et puis, il y a aussi une note de production, mais qui n'est pas mon travail, parce que je ne produis pas. Donc, ça, c'est la première étape de travail qui prend énormément de temps. Et jusque-là, je n'ai pas touché d'argent et je n'ai rien vendu. Donc, parfois, on travaille un peu pour rien. En tout cas, pas pour rien, mais bon, voilà, j'ai un nombre de dossiers relativement aboutis dans mes ordinateurs qui n'ont pas trouvé, qui n'ont jamais été ni diffusés, ni même filmés, en réalité, qui n'existent que dans mon ordinateur et dans mon imagination. Mais lorsque le projet est accepté par la chaîne et financé par la chaîne, seulement à ce moment-là, on va mettre le film en production. Et donc, on va aller tourner, filmer les séquences, les interviews sur les différents lieux de tournage. À ce moment-là, c'est encore de l'écriture. Déjà parce qu'il faut préparer toutes les questions, il faut préparer toutes les séquences. C'est-à-dire que j'ai un document écrit sur lequel je dis ce qu'on va filmer. Et c'est à partir de ce document-là que je travaille avec mon caméraman, qui va savoir quoi filmer, comment le filmer, etc. Et quand on revient de tournage, une autre phase d'écriture aussi, puisque c'est ce qu'on appelle le dérochage. Donc, bon, maintenant, on est très aidé par les outils de l'IA, mais toutes les interviews sont scriptées par un logiciel maintenant. Et à partir de ces interviews scriptées, je vais faire un plan de montage et je vais écrire le commentaire de mon documentaire. Et je rentre en montage tout en écrivant. Et donc là, pendant 2 mois à peu près, je suis en montage et j'écris le film en même temps que mon monteur monte les images. Si tu veux, je lisais une question sur la rigueur scientifique des documentaires, parce que tu viens de dire justement qu'il y a tout un travail d'étude, de recherche qui te permet de t'approprier un sujet et de savoir qui sont les experts interviewés pour un documentaire donné. Et comment cette rigueur scientifique peut
s'articuler avec les exigences, disons, télé. de spectacularisation de la télé. Est-ce que donc chaque case, chaque chaîne a, disons, ses codes par rapport à cela? Est-ce qu'il y aurait, disons, un équilibre universel qui pourrait être les bons pour toutes les chaînes? D'un côté, la rigueur, de l'autre côté, le spectacle. Non, ça, je crois pas qu'il y aurait un équilibre ou que chaque chaîne aurait... Je pense que ça, c'est vraiment la rigueur du réalisateur et du journaliste. C'est tout notre travail d'équilibriste, en fait, de faire de la vulgarisation. Alors, moi, je fais beaucoup de documentaires historiques, archéologiques et scientifiques. Et donc, du coup, c'est mon travail que faire de la vulgarisation et de réussir à traduire le propos d'un chercheur tout en étant juste, toujours au plus proche de ce qu'il veut dire. Et c'est un sacré travail et c'est vraiment pas toujours évident parce qu'on est un peu pris en étau entre des chercheurs, surtout français, qui sont pas forcément habitués au spectaculaire de la télé. Et puis ces chaînes qui veulent toujours, justement, plus de spectaculaire, moins de nuances. Et moi, mon combat, c'est justement, je pense que tout se joue dans la nuance. Donc du coup, c'est un vrai travail d'équilibriste. Je pense que ça joue au mot près, aux bonnes rencontres aussi, parce que certaines personnes, certains chercheurs nous facilitent énormément la tâche parce qu'ils savent bien vulgariser. D'autres moins. Par exemple, c'est plus facile pour moi de travailler avec des chercheurs américains parce que ça fait partie de leur contrat et ils le font énormément et donc du coup, ils savent très bien vulgariser. Et voilà. Et puis, je pense que la langue aussi le permet mieux. Donc, c'est un travail qui nous tiraille à plein d'endroits et à plein de moments de la production, dans l'écriture, parce que voilà, on est contraint par le format qui, de toute façon, en France, aujourd'hui, un documentaire, c'est 52 minutes, quoi. C'est pas 58, c'est 52. Alors après, non, il y a des documentaires de 90 ou 70, mais en tout cas, il y a un format qui est préétabli. Donc il faut forcément que l'écriture et au montage, le documentaire rentre dans ces 70, 52 ou 90. Donc on est bien obligé de couper. Donc on est tout le temps un peu tiraillé entre l'exigence du spectaculaire mais c'est tout l'intérêt du travail. Oui, je vois, merci. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que vous appelez personnage les experts. Ouais. Et donc là aussi, quelles sont les stratégies visuelles aussi, mais aussi dialogiques, qui te permettent de présenter un expert et d'en faire en même temps l'un des personnages de ton doc? Parce que c'est là qu'on touche vraiment un peu à la question qui est aussi théorique, hein, du statut filmique ou même cinématographique d'un documentaire, que vous appelez film, tout court. Oui. Donc, si c'est un film, comment un expert devient personnage tout en restant un expert? Alors moi, je viens du journalisme et j'ai découvert en fait que dans le documentaire, oui, on mettait énormément en scène. Je crois que je ne m'y attendais pas vraiment en fait à ce point-là. Et donc à partir du moment où on met en scène, eh bien évidemment, la personne que j'interviewe devient un personnage puisqu'elle est mise en scène. Je lui demande de se comporter de telle ou telle façon, d'intervenir de telle ou telle manière à tel endroit. Et donc du coup c'est comme ça qu'elle devient personnage. Elle va incarner aussi un propos, mais pas qu'un propos, un moment dans mon histoire. Là par exemple sur un documentaire que je suis en train d'écrire, j'avais un rendez-vous avec une chaîne tout à l'heure et on me demandait de bien montrer l'émotion de mon scientifique par exemple. Et c'est assez drôle parce que bon, a priori c'est pas forcément ça qu'on va chercher quand on va interviewer un scientifique. Mais là aussi je suis assez bien aidée par la réalité parce que les archéologues que moi je filme beaucoup sont des petits enfants passionnés par leur sujet d'étude et ils ont ce regard complètement émerveillé, donc il faut savoir le capter, ça c'est sûr,
Mais ils l'ont de même. Donc, à partir du moment où on est attentif au réel, moi, j'ai l'impression qu'on arrive à mettre en scène ce réel. Parce que c'est ce que tu appelais une fois l'exigence de provoquer les réels. C'est-à-dire provoquer les réels pour que la chose que tu dois raconter, filmer, se produise comme c'était le cas les jours avant, ou comme sera le cas les jours après, mais tu n'étais pas là les jours avant, tu ne seras pas là les jours après. C'est en ces moments-là que cette réalité, quelle que soit la réalité, doit se produire face à toi. Et tout ça est le fruit justement d'un travail. Pour qu'on sache que cette réalité pour que moi je sache que la réalité se produise, cette réalité se produise, il faut évidemment que j'ai travaillé, lu, passé beaucoup de temps au téléphone avec le chercheur ou la personne que je vais interviewer pour savoir que dans le réel, il se passe ça. Évidemment, au moment où j'arrive, peut-être qu'il n'y aura pas ça, mais je mets en scène ce réel puisque je sais qu'il advient. Le mardi et pas le jeudi, d'accord. Mais là, je vais vous donner un exemple, c'est assez... je fais un documentaire sur la gastronomie coréenne, entre autres. Et donc, je vais filmer en Corée quelqu'un qui fabrique du kimchi, donc c'est du chou fermenté, enfin la fermentation du chou. Et je travaille avec un fixeur, donc c'est une personne qui va m'aider notamment dans les traductions et puis de manière logistique aussi sur le terrain. Il me dit, oui, mais là, en fait, filmer le kimchi, ça va être... Enfin, la fabrication du kimchi, ça va être un peu compliqué parce que de moins en moins de gens le font, je sais pas trop. Je dis, mais évidemment qu'on va mettre ça en scène. En fait, la fermentation, ça prend de toute façon des mois. Donc, je vais pas rester des mois à regarder comment le kimchi évolue. Mais je sais qu'il va fermenter. Donc, je vais filmer différentes étapes. Enfin, le kimchi à plusieurs moments, par exemple, pour montrer la fermentation. Mais donc, je travestis pas la réalité. Dans la réalité, le chou va vraiment fermenter. Sauf que par le procédé du film, du cinéma, mon kimchi, vous le verrez fermenter. Oui, c'était, je sais pas à Tina, mais c'est pour expliquer un peu le sens de ma question, qui était liée aussi au travail que nos étudiantes et nos étudiants sont en train de faire autour de l'œuvre de l'imaginaire de Perec, où il est question là aussi de fictionner les réels pour qu'ils deviennent encore plus réels. Hein. C'est un peu ce que tu fais quand tu es là, c'est de le fictionner pour que ça se réalise. Et donc forcément de les mettre en scène. Voilà, il y a toujours une mise en scène. Voilà, il y a toujours une mise en scène, même dans les documentaires qui semblent être les plus anodins, les plus neutres, les plus transparents possibles. Pour revenir un peu aux enjeux, aux défis, au niveau économique, comment ça se passe ? Est-ce que je me doute que vous ne pouvez pas tout dire, mais est-ce qu'il y a déjà eu des conflits d'intérêts avec les grandes chaînes ? Alors, il doit y avoir évidemment des conflits d'intérêts. Moi, dans les documentaires que je fais, il n'y a pas de conflit d'intérêts. La chaîne finance une grande partie du documentaire. Le CNC, une autre. Moi, je travaille avec un producteur qui revend les documentaires beaucoup à l'étranger. Donc, on a plusieurs chaînes étrangères qui viennent aussi financer le documentaire. Parce que, par exemple, je tourne beaucoup en Égypte et ce sont des tournages qui coûtent extrêmement cher. Donc, il y a énormément de chaînes qui viennent en support et qui viennent diffuser le documentaire ensuite et donc qui amènent de l'argent. Moi, j'ai jamais eu de conflit d'intérêt. À aucun moment, on m'a dit « Vous filmez pas ça, sinon je donne pas d'argent ». Mais parce que je fais pas non plus des films très politiques ou sur des sujets comme ça, il y a assez peu de... Et quand j'ai fait le film le film politique que j'ai fait sur la Turquie d'Erdogan, là de toute façon la Turquie finançait rien du tout, donc il n'y avait pas de problème. Vous n'avez pas de défis majeurs économiques, vraiment des obstacles? Ah si, c'est est-ce que le film soit acheté ou pas, parce que s'il n'y a pas un certain budget et il est conséquent, le film ne se fera pas. Donc c'est le premier obstacle. Après, ce sont des enveloppes, et là encore, je ne peux pas tout faire. Mes jours de tournage sont contraints, de plus en plus restreints, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour tourner, parce que ça coûte cher, etc. Les caméras se sont simplifiées, elles sont de plus en plus petites, on n'a plus d'ingénieurs du son, de preneurs de son, donc tout ça c'est le travail aujourd'hui de moi et puis du caméraman, donc on est des toutes petites équipes, on essaye d'alléger les choses, mais en même temps il y a d'autres coûts qui viennent
s'est ajouté. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'infographies, de 3D, et tout ça, ça coûte très cher à une production. Combien vous êtes dans une équipe à peu près? Alors sur le terrain, nous, on est 2, oui. mon caméraman et moi. Et ensuite, en montage, j'ai un monteur et moi. Et ensuite, il y a une phase de mixage, son et d'étalonnage. Et à chaque fois, il y a une personne et moi. D'accord. Pour revenir encore sur les enjeux, justement, plutôt politiquement, est-ce que pendant vos recherches, vous avez ressenti un peu un ressentiment, une animosité dans les voyages entre les archéologues, soit d'autres pays? Contre la télé, contre moi, contre la télé? Oui, la télé, vous, oui. La France, l'Europe, l'Occident. Oui. Et puis je pense de plus en plus, effectivement. Beaucoup de gens le disent et c'est parfois difficile de convaincre. Oui, parce que voilà, tout. Évidemment que tout ce qui est produit et diffusé en télé n'est pas toujours très respectueux ou ne va pas dans le sens de ce que certains chercheurs attendraient. Et donc, oui, bien sûr, il peut y avoir de l'animosité, il peut y avoir une certaine, je dirais pas violence, mais moi, en fait, j'ai la chance de travailler sur des sujets qui sont assez large pour qu'il y ait quand même un certain panel de chercheurs compétents et justifiés à être interviewés. Et donc, si la personne ne veut pas, et je l'entends très bien, je vais pas aller l'interviewer. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on n'a pas envie, dans ce que je fais, encore une fois, je ne parle pas de cachet d'investigation ou d'autres choses, mais dans ce que je fais moi, je ne force pas les gens à participer à mes documentaires, jamais. Parce que je pense qu'à ce moment-là, oui, on peut être très déçu. Mais en tout cas, j'essaie, et ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, d'être très transparente. Je le dis aux gens que j'interviewe. Vous savez, on fait en montage, on appelle des sonores, donc les extraits de sons d'interview qu'on va monter, c'est 20 secondes. Donc, si vous voulez pas trop être charcuté, essayez de faire des phrases assez courtes, avec des mots choisis, on reprend, pour que lui ait l'impression d'avoir donné ce qu'il avait envie de dire, de faire comprendre, qu'il soit compréhensible, de manière à ne pas être trop charcuté, trop monté, justement. Mais moi, je joue vraiment, je suis très transparente et je joue carte sur table avec les gens que j'interviewe. Je ne sais pas du tout les piéger, pas du tout. D'accord. J'aime bien, en plus, raconter les coulisses des mises en scène, de ce qu'on va faire. C'est pour ça que je discute beaucoup avec les gens que j'interviewe avant, les scientifiques, par exemple. Je leur dis, bon, alors quand vous faites ça, comment on fait? Vous êtes vous êtes placé là, mais ça va changer de couleur ou pas? Combien de temps ça prend? Pour essayer d'être au plus proche là, de cette réalité dans ma mise en scène et pour que la personne se retrouve aussi dans sa propre réalité quand il se verra à la télé. D'accord. Et est-ce que le fait d'être une femme complique les recherches et l'accès à l'information? Alors, l'accès à l'information, non. Pas du tout. Ni en France, ni à l'étranger. J'ai eu quelques situations évidemment désagréables. J'ai la chance aujourd'hui de travailler quand même en équipe, parce que je disais on est 2, donc mon caméraman et moi, mais quand même dans pas mal de pays, j'ai aussi donc un fixeur. Donc cette personne qui nous aide sur le plan et logistique, organisationnel et la traduction. Donc déjà, je suis pas seule, donc je suis pas en danger, quoi. Et mais oui, j'ai eu évidemment des comportements d'hommes extrêmement désagréables parce que j'étais jeune femme et que du coup on n'avait pas très envie de me parler, ou on pensait surtout me mener un peu en bateau, puis c'était pas le cas, donc là ça se passait pas toujours très bien. Mais bon, comme c'est pas très grave en fait, parce que ça fait partie des échanges et des réalités professionnelles, quoi. Ouais. D'accord. Et il n'y a pas des différences culturelles, vraiment des choses qui éloignent entre les cultures plutôt occidentales et orientales? Ah si, il y a énormément de différences culturelles, mais moi c'est ça que j'adore. Et puis j'ai vécu, en Turquie, j'ai vécu au Liban, j'ai vécu en Indonésie, donc je suis un peu habituée à ça. Et puis j'aime ça, mais oui, il y a des codes qui sont pas les mêmes, il y a des différences culturelles, c'est évident. Mais moi j'en ai pris mon parti et ça ne me pose pas trop de problèmes en fait. Je suis dans le respect des gens et j'attends d'eux le même respect, donc voilà. Mais encore une fois, je suis pas toute seule. Je pense que j'aurais
à certains moments, j'aurais pu avoir un peu peur si j'avais été seule. Ouais. D'accord. Concernant la phase justement du tournage, c'est une autre chose à laquelle un spectateur ne pense peut-être pas. C'est-à-dire que quand on lit auteur, réalisatrice d'un documentaire, mais on ne pense pas à l'organisation logistique. On n'imagine peut-être pas que la responsabilité de l'auteur, réalisateur, réalisatrice est aussi la responsabilité, oui, justement de l'organisation sur, disons, du tournage, comme tu viens de dire, avec un fixeur. Et tu as dit aussi au passage que les budgets vous imposent des tournages, disons, à réaliser dans un temps toujours plus condensé. Voilà. Comment tu arrives à organiser cela en Égypte plutôt qu'en Grèce ou au Maroc ou au Mexique? C'est-à-dire quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir organiser cela, être sûr que quand tu arrives sur place, tout est déjà prêt, sachant que ce ne sera pas le cas. Pas et donc, le cas, ouais. Comment être prêt aux aléas et comment gérer cela? Parce que donc, c'est une capacité aujourd'hui, c'est un adjectif, comme on dit souvent, managérial, mais il y a quand même quelque chose un peu de cet ordre-là, qui n'était peut-être pas au cœur de ta formation, ou alors... non, pas du tout, on nous prépare, voilà. On nous prépare absolument pas à ça c'est certain. Et pourtant, c'est nécessaire de savoir le faire. Ouais. Et les aléas, il y en a beaucoup, tout le temps, surtout que je tourne à peu près tout le temps dans des pays assez désorganisés, avec pas mal de corruption, avec voilà, des lourdeurs administratives terribles. Donc rien ne se passe vraiment comme prévu. Or, on met tout en scène. Donc là aussi, on est dans cette espèce de pont à faire entre une mise en scène qui doit être très organisée, je sais quelle lumière je veux, à tel endroit, à quel moment, et puis en fait on est coincé parce que la personne qui est devant tel lieu, je sais pas, en Égypte, me dit que mon permis n'est pas signé par la bonne personne, donc il faut que j'attende. Et puis j'attends pendant des heures devant tel site avec l'intervenant que je veux avoir qui est à l'intérieur et moi je peux pas rentrer. Enfin, ce genre de choses arrive tout le temps. Et n'est pas vraiment d'ailleurs considéré par les productions parce que nous on a des temps de tournage extrêmement réduits. Moi je fais des journées de, je sais pas, de 20 heures quoi, quand je suis en tournage, c'est énorme. Parce que justement, le planning que moi je fais à l'avance, alors comment je fais pour faire le planning? Déjà il faut parler plusieurs langues, enfin il faut parler anglais au moins parce que je rentre en contact avec les gens sur le terrain, je cale les interviews et les séquences avec eux, et puis ensuite un fixeur vient m'aider dans la logistique. Enfin, on a une voiture, on a des taxis, etc. Ça, c'est lui qui s'occupe de ça. Mais moi, j'organise en amont depuis Paris, voilà, tout le planning d'interview. Et puis, il ne va pas se passer comme prévu. L'année dernière, je suis allée filmer les archéologues au Mexique, dans le cadre d'un film sur les Mayas. Et en fait, ça ne devait pas être la saison des pluies, mais il y a eu un cyclone et il a plu tout le temps. Donc, pour filmer, c'était un peu compliqué. Donc, on a dû bousculer tout le temps les tournages. Là aussi, il faut avoir une grande capacité d'adaptation, toujours trouver le plan B, parce que finalement, le plan A n'a pas marché, avoir quel est plus de choses de prévues, et puis pouvoir les annuler. Et ça, je pense que c'est juste l'expérience, en fait, qui fait qu'au bout d'un moment, c'est moins stressant. Enfin, si, ça l'est toujours un peu, mais... ça finit par marcher. Enfin... Oui. Et c'est un format, celui du documentaire, qui semble avoir rempli la place dans l'imaginaire, et pas que dans l'imaginaire, dans les pratiques culturelles, mais la place qui avant était la place du livre. Il y a encore 20 ans, ouais, on pouvait dire oui, non, ça, je l'ai dit, je le pense, je le sais, pour avoir lu un livre. Aujourd'hui, le plus souvent, ce que nous disons, ce que nous croyons, ce que nous pensons, c'est lié, quand ce n'est pas un documentaire, c'est un podcast. Donc les deux formats qui sont en train justement de formater notre pensée et la circulation des savoirs aujourd'hui, je dirais que sont les deux, podcast et documentaire. Donc est-ce que
tu ressens, j'imagine que oui, bien sûr, cette responsabilité culturelle. Est-ce que tu trouves que les chaînes sont conscientes de cette responsabilité culturelle qui, auparavant, c'est toujours le cas, appartenait plutôt aux maisons d'édition, disons, à des institutions culturelles déjà reconnues au niveau social, et qu'aujourd'hui, et ça depuis au moins 50 ans déjà, c'est la télé. Est-ce que cette responsabilité est bien prise en charge de ton point de vue ou pas? Non, par les chaînes, malheureusement, moi, je crois pas. Je pense pas. Je pense que beaucoup de chaînes de documentaires font vraiment du flux, du spectaculaire, faire voyager, mais il faut pas qu'il y ait trop de fond, il faut simplifier. C'est quand même très souvent... faut que ce soit noir et blanc. Encore une fois, la nuance, c'est un vrai combat hein, pour réussir à la mettre à la télé. C'est pas du tout évident. Non, je pense que cette responsabilité-là, enfin moi en tout cas de mon point de vue et de là où je parle, je crois pas. Je crois vraiment pas qu'ils aient conscience de cette responsabilité-là. Non, malheureusement. Et ça, c'est à cause disons, du profil de décideurs. Tu disais que oui, tu as pas mal de dossiers qui n'ont pas abouti. Est-ce qu'il y a un problème de formation des décideurs des chaînes? De formation, je ne sais pas, mais en tout cas, parce qu'on doit faire de l'audience, en fait. Ce qui est regardé par les décideurs des chaînes, c'est l'audience. Dès qu'un de nos documentaires est diffusé, on reçoit un message le lendemain pour savoir combien on a fait d'audience, à quel moment, quelle part de marché, voilà. Et donc, on ne parle pas du tout les mêmes langages. Moi, la part de marché, je m'en fiche. Enfin, c'est pas ça qui fait que je fais ce métier-là. Et évidemment, on ne parle pas le même langage. Et donc, oui, ces gens-là ont fait plus des écoles de commerce que ce ne sont pas des anciens réalisateurs, quoi. Et, justement, et donc la compréhension du public, quand il y a quelqu'un qui te dit non mais ça pourrait pas plaire. Le public, le public n'accrocherait pas à ce sujet-là. Est-ce que donc il y a une vision stéréotypée de ce qu'on appelle les publics standardisés qui, d'une certaine façon, empêche de faire évoluer les publics auxquels on s'adresse? C'est la question énorme de toute industrie culturelle, hein, celle de penser à un public qui existerait déjà et auquel il faut plaire, il faut capter. Alors oui, et il existe parce qu'ils font des études sur ce public-là, justement. Leur audience est extrêmement... ils font des enquêtes d'audience, donc du coup, oui, ils connaissent leur public. Bon, on connaît à peu près le public de la télévision. En marketing, on en a beaucoup parlé. De la ménagère, non, on ne l'appelle plus comme ça, la responsable des achats, je ne sais plus. Donc oui, on sait quel est le public et surtout case par case. Moi, je sais à qui je suis censée m'adresser. Au fait, je crois que j'en ai pas grand-chose à faire, mais eux savent très bien à qui on s'adresse. Oui, bien sûr. Bien, merci. On peut ouvrir, si vous êtes d'accord, aux questions du public. Merci. Merci, Alexandre. Bonsoir Madame Delettre. Je voulais savoir comment ça se passe le processus pour trouver un fixeur. Est-ce qu'on vous en attribue un ou c'est vous qui devez faire la démarche d'en trouver un? Ah non, c'est nous qui cherchons les fixeurs. Alors moi je suis dans plusieurs réseaux d'auteurs, de réalisateurs. Il y a même un groupe Facebook qui s'appelle I Need a Fixer. Et des réalisateurs qui ont travaillé avec ces fixeurs-là nous conseillent en fait. Et puis, en général, je sais pas, là, c'est plus le travail du producteur, de l'assistant de production qui va les appeler, qui va leur poser quelques questions pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Mais il faut qu'ils connaissent très très bien le terrain, il faut qu'ils aient déjà travaillé en télé, qu'ils comprennent aussi les exigences de la télé, de la rapidité, et en même temps du temps qu'il faut consacrer sur place pour faire des images. Donc... Oui, bonsoir. Je voulais revenir un petit peu justement sur votre lien avec la production, parce que vous êtes tous les deux quand même interdépendants et deux maillons importants de cette chaîne qui crée à la fin le documentaire. Et
vous l'aviez un petit peu abordé tout à l'heure, mais sur la question de est-ce que vous avez déjà été confronté à être en conflit parce que vous étiez dans une phase d'écriture et que le dossier ne correspondait pas forcément aux normes, parce que c'est vrai que là on parle de chaîne, donc très formatée en fonction d'un public bien défini, mais est-ce que du coup des fois vous avez été obligé de modifier des choses qui allaient un peu aussi contre vous, votre envie, sachant que c'est votre projet, c'est un peu votre bébé et que vous l'avez pensé d'une telle manière et qu'on vous a demandé, voilà. Et j'imagine que du coup, ça vous a peut-être des fois amené à pas forcément travailler avec certaines productions ou d'être plutôt fidèle à une production parce que ça fonctionne bien. Mais du coup, sur ce rapport-là, justement. C'est un rapport qui est quand même assez conflictuel. Parce que c'est un rapport hiérarchique qui ne dit pas son nom. Moi, je suis intermittente, je suis freelance, mais il se trouve que dans le cadre d'un contrat avec un producteur, eh ben, c'est lui qui tient les cordons de la bourse, quoi. Et par ailleurs, au bout du bout, c'est quand même la chaîne qui décide. Et donc, ça m'est arrivé un nombre de fois de me battre, et je le disais un peu, mais sur des mots, sur des simplifications. Là, je me suis battue sur le titre du dernier documentaire qui a été diffusé, d'ailleurs, que j'aime pas du tout, sur lequel j'étais pas d'accord. Et j'ai dit non. Mais non, je choisis quand même. Donc, alors oui, c'est un peu mes bébés, mais pas tous. Certains, je préfère certains bébés à d'autres en fait, parce que certains, j'ai vraiment été les chercher et je les ai imaginés, pensés, et j'avais un vrai point de vue dessus, et j'avais quelque chose à dire, et je savais que je voulais faire ce film de cette façon-là et pas autrement. Et là, je me bats vraiment sur d'autres qui sont plus des projets de commande. Donc, je ne suis pas à l'initiative du sujet, ni même de l'angle. On n'a pas parlé de l'angle, mais oui, il y a un angle dans chaque documentaire. Quand je ne suis pas à l'initiative, je me bats moins, parce qu'il faut aussi essayer d'entretenir des rapports à peu près cordiaux avec les producteurs, parce que c'est eux qui nous font travailler. Et donc voilà, en ce moment, en tout cas, j'ai réussi à peu près à trouver un équilibre entre tout ça, mais il n'est vraiment pas évident. Oui, bonsoir. Juste une question sur les plateformes qui sont devenues un débouché important pour les documentaires. Comment vous définiriez la différence entre les plateformes et les chaînes de télévision, à la fois en termes de forme, d'argent et première question, deuxième question qui est un peu un corollaire. Est-ce que c'est plus dur de travailler avec les plateformes? Par exemple, Netflix, elle a la réputation d'être extrêmement difficile. Voilà. Alors, avant tout, je pense que déjà, c'est une question de réseau. Moi, j'ai toujours travaillé pour la télé classique, traditionnelle, les chaînes historiques. Du coup, j'ai pas les réseaux pour l'instant sur Netflix. J'espère les avoir. Moi, j'aimerais bien travailler pour des plateformes. Ça n'est pas la même écriture. Ils sont extrêmement formatés. Il n'y a aucune liberté chez Netflix. Et alors, je pourrais juste raconter ce qu'on m'a dit parce que j'ai pas travaillé pour eux. Mais ils interviennent dans l'écriture vraiment de manière, alors on pourrait dire collaborative, mais plus que ça, quoi. Ils ont leur mot à dire. Ils mettent beaucoup plus de budget, c'est vrai. Cela étant, pour un auteur, nous on est aussi payé en droit d'auteur, donc en fonction de la diffusion télé de mes documentaires, je touche de l'argent année après année. Et c'est un vrai problème pour les auteurs, c'est-à-dire que les plateformes aujourd'hui ne rétribuent pas très bien le droit d'auteur, parce que c'est le système américain. Et donc du coup, oui, le volume négocié au départ est mieux en termes de budget, d'enveloppe globale, et aussi pour la rétribution de l'auteur et du réalisateur, mais après il n'y a pas de droit d'auteur. Et eux ont créé une écriture qui est très très standardisée. Moi j'ai envie d'un peu mieux comprendre ça, parce que je pense qu'effectivement c'est un des débouchés. Et puis bon, alors ça fait des années qu'on dit que la télé est morte. Moi quand j'étais en école de journalisme, on me disait de toute façon qu'il n'y avait plus rien à faire avec la télé. J'en suis pas sûre en vrai. Quand on voit les audiences que fait encore la télé, voilà. Même si c'est une télé d'accompagnement, même si on sait très bien que les gens regardent le documentaire en faisant la vaisselle, hein, mais bon. Pour l'instant, en tout cas, il y a encore de l'argent et des débouchés pour des gens qui ont envie et qui savent travailler avec ces réseaux-là. Mais ce sont deux réseaux différents. Moi, par exemple, le producteur avec qui je travaille, il a essayé d'aller chez Netflix et puis ça ne marche pas. Parce qu'il n'est pas dans les réseaux, il n'est pas dans l'écriture. Bonjour madame, comment vous gérez les moments de stress? Je sais pas. Alors, le stress sur le terrain, je crois que j'essaie vraiment de le cacher, parce que sur le moment, je dirige une équipe.
même si on est peu nombreux, mais quand même. Donc il faut que je montre à tout le monde que ça va aller, qu'il n'y aura pas de problème, même si j'en mène pas large. Ça, c'est un stress. Après, le stress, c'est aussi l'intermittence, de ne pas savoir si je vais signer un film pour l'année prochaine. C'est une autre forme de stress. Et sur le terrain, en fait, c'est l'adrénaline. Enfin, moi, j'adore vraiment être sur le terrain. J'adore aller dans ces pays-là. J'adore qu'il m'arrive des trucs. J'adore l'aventure. Donc, je crois que ça me fait avancer. Je sais pas, il m'est arrivé plein de choses où j'étais en Turquie. Donc, j'ai fait un documentaire sur Erdogan et comment le pays s'est refermé depuis 2005, depuis l'arrivée au pouvoir du président turc. Et donc, on n'avait pas d'autorisation pour filmer. Parce que c'était un documentaire qui n'était pas vraiment géographique. Et du coup, on s'est fait arrêter, on a fait de la garde à vue. Et voilà. Mais j'ai jamais perdu mes moyens. Je savais qu'il y aurait des solutions. Parce qu'il y a des gens derrière, parce que j'ai pu contacter mon producteur, qui a tout de suite contacté l'ambassade de France. Et puis voilà. Donc... Après, je ne prends pas des risques non plus énormes. Hein, mais, ouais. Bonjour, c'était pour savoir en quoi ça consiste après la diffusion du documentaire. Genre, est-ce qu'on l'inscrit dans des festivals ou est-ce qu'il y a toute une partie communication après? Alors, la communication, elle est faite par la chaîne elle-même. C'est-à-dire que la chaîne envoie le documentaire à la presse, enfin, Télérama, Le Monde et autres, qui choisit ou pas de regarder la caisse, enfin, le documentaire avant diffusion et d'en parler ou pas dans son journal. Ça arrive, ça dépend des chaînes pour qui on travaille, ça dépend évidemment des médias, c'est leur choix. Donc eux vont communiquer à ce moment-là, enfin en tout cas vont annoncer la diffusion du documentaire, vont parfois, ça m'est arrivé à plusieurs moments, inviter le réalisateur sur un plateau de télé ou de radio pour parler du documentaire en amont. Donc, il y a cette partie communication, mais qui est plutôt gérée quand même par le diffuseur, enfin les responsables communication du diffuseur, ça s'appelle pas, enfin relations presse, je ne sais pas exactement. Eux s'occupent de ça, et ensuite, alors parce qu'il y a deux réseaux de festivals. Il y a des festivals effectivement auxquels nous on peut participer. Plutôt quand on fait des documentaires, disons, politiques ou marquants, et donc on est en compétition. Et sinon, il y a tout un réseau de festivals, mais là, c'est plus du documentaire d'auteur indépendant. Donc ça, c'est pas forcément le documentaire... Moi, c'est pas du tout le documentaire que je fais, et c'est pas le documentaire qui est financé par les chaînes. Donc ce sont des films qui vont tourner énormément en festival, mais qui ne seront pas forcément diffusés en télé. Bonsoir. C'était pour savoir s'il y avait un tournage. Pour savoir s'il y avait un tournage que vous aviez préféré ou qui vous a particulièrement marqué et pourquoi. Je pense que les premiers sont toujours les plus marquants. Je sais pas. Je suis allée 15 fois en Égypte, donc la première fois me marque plus effectivement que les fois d'après, quoique, parce que c'est toujours très riche. Le tournage en Turquie m'a beaucoup marqué parce que là c'est vraiment un film que j'ai arraché. J'ai eu énormément de mal à le vendre, à ce qu'on considère comme légitime pour le faire. Et puis je voulais raconter cette Turquie voilà, qui avait sombré dans l'obscurantisme, quoi. Alors que j'y avais vécu en 2005 et donc j'y retournais plus de 10 ans après. Donc oui, ce tournage il m'a énormément marqué. Et puis en plus, j'interviewais beaucoup d'opposants au régime et c'était catastrophique parce que la moitié d'entre eux, au moment où je les ai contactés, enfin entre le moment où je les ai contactés et le moment où j'étais sur le terrain pour filmer, la moitié d'entre eux étaient en prison, quoi. Et puis une fois que je les ai filmés, alors pas du tout à cause de mon documentaire, mais à cause de la politique turque, une autre moitié était devenue emprisonnée quand le documentaire était diffusé. Donc oui, c'était des moments... Voilà, mais parfois, ce qui est très marquant, c'est aussi justement l'émotion, l'échange qu'on peut avoir avec les personnes qu'on rencontre, quoi. Comme dans la jungle, par exemple. Il n'y a pas que des rencontres avec les personnes, il y a aussi des rencontres avec des animaux oui. dangereux aussi. Il y avait peut-être une... Bonjour madame. Vous dites que vous construisez votre documentaire
à partir de lectures, à partir de recherches, à partir d'interviews. Et quid de l'intelligence artificielle? Est-ce que pour un sujet, vous vous lancez déjà le défi d'un prompt? Alors, c'est très intéressant parce que je viens de faire 2 formations sur l'IA. Alors, je pense qu'il y a 1 an, j'aurais dit, ah non, mais moi, surtout pas, je ne veux même pas en entendre parler. Et puis, bon, moi, j'étais un peu passée à côté, je crois. Enfin, je n'avais pas compris que l'IA était déjà partout. Et puis, mais dans mon métier, ça ne se dit pas trop, hein. Et puis j'ai fait ces formations pour apprendre à prompter, justement, voir ce que l'IA pouvait nous apporter. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est assez décevant. En termes de recherche, ce que j'y vois, et là où ça peut m'aider, c'est que moi, je lis énormément d'articles scientifiques, et qui sont parfois longs, qui sont parfois abscons, qui sont parfois un peu trop spécifiques par rapport à ce que j'ai besoin ou ce que j'ai envie de raconter. Et là, je pense que l'IA, oui, si j'arrive à écrire un bon prompt, peut m'aider. Je lui ai demandé plusieurs fois. Je lui mettais des articles scientifiques, aussi dans des langues étrangères que je ne parle pas, par exemple. Et je lui demandais, fais-moi un résumé, donne-moi quelques citations, voilà, quelles sont les grandes lignes, quels sont les experts intéressants sur ce sujet-là. Je crois que là, parce qu'il part d'un document produit par un chercheur, là, ça peut être intéressant. En revanche, je l'ai testé et je lui ai demandé, écris-moi un pitch sur ce sujet-là, un synopsis, quoi. Et là, c'est vraiment pas du tout concluant. Alors, d'une, il a des hallucinations, et de deux, on dirait une page Wikipédia, quoi. Et puis moi, ma plus-value, c'est justement d'aller à la rencontre des gens, y compris quand j'écris un synopsis. J'écris pas un seul synopsis sans avoir au moins appelé des gens. Donc lui, il le fait pas. Et il va juste aller prendre quelques références sur Internet. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas du tout une experte de l'IA, mais pour l'instant, j'ai pas vu du tout d'intérêt. Mais sur la partie recherche, effectivement, ouais, ça c'est vrai. Ça fait gagner du temps, quoi. Bonsoir. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui ont envie de se lancer dans le documentaire, notamment s'ils ont déjà une idée de projet? On sait à quel point ça peut parfois être compliqué au niveau des financements, étant donné qu'on n'a pas d'expérience, mais il faut bien commencer quelque part. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, je pense qu'il y a j'en vois 2, il y en a peut-être d'autres, 2 choses possibles. Si vous n'avez pas du tout d'expérience, que vous n'avez pas fait d'école de journalisme, que vous n'êtes pas passé par des grands médias, c'est de tourner d'abord vous-même. Parce que je pense qu'en fait, il y a plein de riches idées qui naissent dans les têtes à droite, à gauche, et puis qui vont pas plus loin qu'un papier, parce que justement, on n'a pas l'expérience. Mais on va commencer à être écouté et regardé si on a la preuve de l'intérêt et de la richesse de cette idée-là. Et maintenant, en plus, c'est tellement facile. Si vous arrivez à filmer et à montrer que vous avez accès à cet endroit, à cette personne, à cet événement particulier, je pense que là, vous pouvez commencer à être écouté. Et puis ensuite, c'est écrire et rencontrer des producteurs. Et commencer, en fait, pour devenir réalisateur de documentaires, souvent, moi je ne l'ai pas fait, mais beaucoup ont fait ça, on peut être enquêteur, c'est-à-dire qu'on fait des stages dans des sociétés de production et on va assister un auteur ou un réalisateur justement dans la préparation, faire des résumés d'articles, appeler des gens, caler des interviews, voilà. Et le stage dans une société de production permet là aussi d'avoir des contacts. Donc gardez votre idée en tête, n'en parlez pas tout de suite. Mais voilà, vous vous faites un peu remarquer dans la société de production, vous devenez enquêteur et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement proposer l'idée au producteur si la relation s'est bien passée. Bonsoir, juste pour revenir sur l'IA, est-ce que c'est vous qui vous êtes dit j'ai besoin de travailler avec l'IA ou c'est votre métier qui vous oblige à travailler avec? Alors moi j'ai l'impression que chez nous c'est encore un peu tabou, donc non, personne ne me l'a demandé. C'est juste que voilà, en lisant l'actualité, en lisant des papiers, j'ai pris quand même conscience du phénomène.
Et je me suis dit que pour pas être complètement dépassée, enfin moi j'adore me former en continu, quoi. J'en fais beaucoup. Et puis je voyais, donc je regarde beaucoup les catalogues des écoles, enfin des formations qui sont proposées aux intermittents et aux réalisateurs, et je voyais ça monter de plus en plus. Tout est assisté par l'IA, à écrire assisté par l'IA, à faire de la vidéo assisté par l'IA, à monter assisté par l'IA. Donc je me dis, ok, bon quand même, là il va falloir que j'y aille. Et c'est pour ça que j'ai fait, ouais. Bonsoir. Pour rester sur le thème de l'IA, pensez-vous que dans les prochaines années, votre métier peut être remplacé par celle-ci? Je crois pas, non. Moi, j'ai pas vraiment cette peur-là. Je pense qu'il y a une partie du métier, mais qu'il est déjà. Par exemple, avant, on scriptait, donc on dérushait toutes nos interviews à la main. Donc on écoutait, puis on écrivait, voilà, ce qu'avait dit la personne. Bon, moi, ça fait déjà des années que c'est plus moi qui le fais et que c'est un logiciel aidé par une intelligence artificielle. Donc oui, il y a certaines tâches, mais les tâches les plus répétitives, les moins créatives, en fait, qui sont remplacées par l'IA. Mais je veux dire, l'IA va jamais décrocher son téléphone pour aller chercher un chercheur au Mexique, quoi. Donc je sais pas. Non, j'y crois pas trop. Rebonsoir. Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de votre métier? Moi, je vois vraiment beaucoup d'avantages. Je suis complètement passionnée. J'espère que je pourrais faire ça toute ma vie, vraiment. J'ai aucun plan de reconversion, aucune envie de... les avantages, c'est une très grande liberté. Je travaille beaucoup de chez moi. Alors, liberté dans l'organisation de mon fonctionnement à moi. Mais parce que moi, j'ai jamais aimé travailler en entreprise. Donc, je suis à 8h25, je suis devant mon ordinateur jusqu'à 19h et j'ai pas de problème à ça. Donc, ce qui pourrait pour d'autres être un inconvénient, parce qu'il y a une forme de solitude, il faut avoir sa propre rigueur. Moi, je pense que je l'ai, et puis depuis le temps, de plus en plus. Donc, du coup, moi, ça me va. Pour d'autres, ça serait même un peu enfermant, un peu désagréable d'être seul, parce qu'on est moi, je suis très, très seule, en fait. Je passe des journées seule devant mon ordinateur. Alors, je suis beaucoup au téléphone, voilà, et puis, je crois que depuis le Covid, énormément de boîtes de prod ont moins de place. On était déjà dans des open space, mais maintenant, il y a encore moins de place. Donc, beaucoup de réalisateurs travaillent de chez eux. Moi, je suis tous les jours au téléphone avec mon producteur ou mes producteurs, mais je les vois pas beaucoup. Donc, ça peut être un avantage et un désavantage. Cette liberté, elle est aussi toute relative, parce qu'on en a parlé. Je fais des films dans le cadre de formats, ils sont formatés. Donc, non, j'ai pas tout à fait la liberté d'écrire comme je veux. L'écriture télé, elle existe dans un format. Mais une fois qu'on a pris le pli, qu'on sait le faire, voilà, maintenant, je m'y plie volontiers. Les avantages, c'est que je voyage et surtout, je pense que je rencontre des gens vraiment passionnants et passionnés. Et ça, c'est... je sais pas, il n'y a pas de lassitude, en fait, à rencontrer ces gens qui adorent ce qu'ils font et qui ont envie de le partager. Et puis de rentrer dans les coulisses de pas mal de lieux. Je sais pas, j'ai filmé dans des usines dans lesquelles on ne va jamais. Je vais dans des endroits qui peuvent paraître touristiques, parce qu'effectivement, je vais en Égypte, au Mexique, sur les Mayas. Bon, c'est des lieux qui sont touristiques, mais moi j'y vais quand c'est fermé au public, ou j'y vais dans les endroits qui sont fouillés par les archéologues, donc qui ne sont pas ouverts. Voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est d'être entre cette partie recherche plus intellectuelle et en même temps la télé, le sensationnel, la création, la vidéo, voilà. Et les désavantages, une forme d'incertitude sur l'avenir, parce que effectivement, je suis pas salariée et je n'ai jamais été d'ailleurs, par quelques mois, mais oui, ça peut être toujours un peu stressant. Mais je crois qu'on s'y habitue aussi, je sais pas. Et qu'il faut être toujours proactif. Là, il y a certaines chaînes qui ont fermé, certaines chaînes, on a compris qu'elles n'allaient plus vraiment commander les documentaires que moi je faisais, donc du coup, il faut voilà. J'étais un peu dans une zone de confort parce que ça fait des années que je travaille sur l'Égypte, donc je connais un peu tout le monde. Et puis en fait, ils n'en veulent plus. Donc il faut que
j'écris autre chose, j'arrête pas d'écrire plein de projets, et puis il y en a la moitié qui verront rien d'autre que mon ordinateur. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de dossiers sur lesquels vous avez pu travailler qui, au final, n'ont pas abouti. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les raisons de leur non-aboutissement? Est-ce que c'était uniquement des refus des producteurs, ou est-ce que c'est par exemple des projets qui ont pu ne plus vous plaire, et est-ce que c'est du contenu que vous réexploiterez à l'avenir? Alors, je crois... il y a peut-être plusieurs raisons au fait qu'ils ne soient pas sortis de mon ordinateur. C'est... je ne les ai pas proposés au bon moment. La télé est assez... ou les médias sont assez suivistes. C'est-à-dire que si une chaîne ou un média commence à pas mal parler d'un phénomène, ou je sais pas, d'un lieu, d'un sujet, d'un événement, tout le monde va vouloir y aller. Et parfois, on anticipe ça et on va un peu trop vite, et du coup, on le propose trop tôt, par exemple. Ou trop tard, mais bon. Mais parfois trop tôt. Et donc, du coup, ils se disent, bon, non, c'est pas... Enfin, ça va intéresser personne. Et puis, on se rend compte après que si, ça intéresse les gens et que je ne l'ai pas proposé au bon moment, donc c'est hyper frustrant. Peut-être que parfois aussi je l'ai pas écrit, je l'ai pas assez formaté pour la case, ou j'avais pas les bons réseaux aussi à l'époque. C'est-à-dire que plus on travaille avec le producteur ou la chaîne ou les chaînes, et plus on commence à avoir les réseaux, et plus on est légitime. La question de la légitimité, elle est complexe. Par exemple, moi j'ai jamais travaillé pour Arte, et quand j'ai voulu travailler pour Arte, ils m'ont dit on travaille avec des gens qui travaillent pour Arte. Ouais, bon. Et donc voilà, en fait, je ne sais pas comment faire pour travailler pour Arte, parce qu'ils travaillent avec des gens qui travaillent pour Arte. Donc voilà, il y a aussi toutes ces dynamiques-là qui me dépassent. En vrai, il y a des voies d'accès, parce qu'il faut faire des co-réalisations pour justement mettre le pied dans la boîte. Il y a ça. Et puis, sur le fait de retravailler des sujets, oui, clairement, là, je me suis dit ça, qu'il fallait justement que je réactive certains... j'ai relu des pitchs que j'avais écrits, et je me suis dit, tiens, est-ce que maintenant... Alors, évidemment, je ne vais pas le proposer comme ça, mais oui, ça, je vais faire. Donc une question plus théorique sur l'angle, parce que c'est vrai que tu n'en as pas parlé, et c'est vrai qu'on t'a dit que l'angle, il y en a toujours un, et c'est vrai que si on regarde ton doc sur Cléopâtre, mais on comprend que c'est une féministe qui l'a écrit et réalisé. Et puis, deuxième question qui n'a rien à voir avec la théorie, mais plutôt avec la pratique de ton métier, et avec les difficultés que l'équipe étudiante a eues pour se renseigner sur ta carrière, sur ton profil, parce que si on cherche une fleur de l'Estre sur Google, mais on ne trouve pas grand-chose, tout est un peu éparpillé, et puis bon, les droits d'auteur aussi empêchent d'avoir accès, mais surtout, bon, toi tu as juste une page LinkedIn, ton profil LinkedIn, que tu ne mets même pas au jour. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui tu puisses encore donc ne pas avoir les besoins que tout le monde ressent d'avoir son site perso donc si tu veux répondre à cette question avant de parler un peu de l'angle et donc de la question théorique. Sur le site perso, je me suis posé la question, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps là, mais je crois que j'ai pas forcément besoin d'être présente sur Internet, les réseaux. Après, c'est vraiment mon choix, et plein de réalisateurs ne font pas du tout le même que le mien. Mais parce qu'en fait, mon réseau, je l'ai grâce aux gens avec qui je travaille. Et nous, ça se passe comme ça. On n'est pas recruté sur Internet, on n'est pas recruté sur LinkedIn. En fait, c'est un producteur qui parle de moi à une chaîne, c'est une chaîne qui parle de moi à un producteur, c'est un chef opérateur avec qui je travaille qui me dit, tu sais, là-bas, ils cherchent un réalisateur. Enfin, c'est pas du tout... c'est un réseau qui travaille un peu aussi en vase clos, et on doit connaître les gens dans le réel pour pouvoir travailler avec eux, je crois vraiment. Donc, j'en ai pas vraiment la nécessité. Et par ailleurs, oui, il y a la question des droits d'auteur. On ne peut pas mettre nos documentaires sur YouTube. Ils ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à la chaîne et au producteur. Et par ailleurs, comme je vous le disais, moi, je touche des droits à chaque diffusion, donc télé. Donc, j'ai pas intérêt à ce que
à ce que mes documentaires soient diffusés comme ça gratuitement sur Internet. Et la question de l'angle, donc dans un documentaire, il y a à la fois un angle et un point de vue. C'est pas tout à fait la même chose. Le point de vue, c'est la façon par laquelle je vais traiter le sujet. Donc le point de vue est aussi esthétique. L'angle, c'est plutôt la problématique à laquelle répond le sujet. Quand on travaille sur Cléopâtre, évidemment, il peut y avoir je ne sais combien d'angles. Quand on travaille sur les Mayas aussi. Et donc on se pose une question fondamentale au départ. Et d'ailleurs, quand on écrit et quand on vend le sujet, la question elle est primordiale et c'est ça qu'on va afficher en premier. Et on peut trouver énormément de questions différentes et c'est pour ça qu'il y a parfois, on a l'impression d'avoir plein de documentaires sur Cléopâtre, mais normalement chaque documentaire répond à une question différente. Donc l'angle répond à une question et le point de vue, c'est la façon dont moi j'ai envie de le traiter. Effectivement, par exemple, le doc sur Cléopâtre, il y a un point de vue un peu féministe dessus, oui. Il y a un peu notre éthique, quoi. Il y a un peu... c'est un peu... Parce qu'on est quand même très contraint par la chaîne, mais il y a quand même un peu de nos valeurs dans le point de vue. Et dans l'angle, non. L'angle, elle est plus scientifique, en fait. Il répond à une question, vraiment, une problématique, ouais. C'était peut-être la dernière question. Quelle suggestion tu pourrais donner aux étudiants qui pourraient rêver de ce métier pour qu'ils aient leur point de vue? C'est-à-dire comment ça s'est construit un point de vue? Quels sont les éléments, les expériences qui peuvent se cristalliser et donc faire d'un point de vue un certain point de vue, parce que justement je peux avoir un point de vue littéraire ou politique ou sociologique. Comment ça s'est construit un point de vue? De plusieurs façons. Déjà, je pense qu'il faut travailler énormément. Le point de vue il se construit en lisant beaucoup sur le sujet et en regardant beaucoup ce qui se fait. Moi je passe beaucoup de temps à regarder des documentaires, parfois j'aime pas spécialement d'ailleurs le sujet, mais j'essaie de comprendre le point de vue du réalisateur à ce moment-là. Et je pense que c'est uniquement par ce travail-là, bien sûr on a notre esprit critique, mais on a besoin d'avoir une culture en fait visuelle, audiovisuelle, cinématographique. Pourquoi on va choisir l'esthétique de l'image de telle ou telle façon, pourquoi en étalonnage, par exemple dans mon documentaire sur la Turquie, j'avais choisi avant le tournage, au moment de l'écriture, je me disais que petit à petit, en fait, mes images devaient s'obscurcir. Donc ça se fait en post-production, l'étalonnage, et on voit petit à petit que ça se referme, quoi, comme le pays lui-même. Et donc, pour travailler ce point de vue-là, pour moi, c'est travailler sa culture visuelle, audiovisuelle, avoir des références. D'ailleurs, dans un dossier documentaire, quand on le dépose dans une chaîne ou au CNC, on demande de mettre des références visuelles, culturelles, esthétiques. Donc travailler son esthétique et travailler son point de vue sur le monde et donc lire énormément. Enfin, lire la presse, lire quoi. Sinon, on peut pas lire, enfin on peut pas parler du monde si on peut pas documenter le monde si soi-même on ne se documente pas. Voilà. C'est très, très, très bien. On peut s'arrêter là sur cette invitation aussi chaleureuse à la lecture. Merci. Merci beaucoup Anne-Fleur. Merci encore à la Faculté des Lettres, à Confcom. Merci de nous aider à organiser cela. Prochain et dernier rendez-vous des Mercredis de la Com de cette édition, c'est en avril avec un designer d'interface. Donc encore une autre voie des médias à explorer et à parcourir. Merci beaucoup. Bonne soirée.